Ça roule. Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Ce matin, on est en train d'enregistrer donc cette vidéo qui sera disponible en podcast également sur Spotify et en vidéo sur YouTube avec Emmanuel Waterter qui nous fait le plaisir du coup de venir partager un peu son expérience et sa philosophie d'entraîneur et surtout sa philosophie de vie. Voilà, salut Manu, merci à toi d'être avec nous. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Eh ben, salut Florian, déjà merci d'être là, c'est un plaisir partagé puisque voilà, je trouve que l'échange c'est toujours constructif et voilà, j'arrive avec voilà de l'enthousiasme pour présenter un peu comment je travaille, comment je vois les choses. Cette année, je suis arrivé donc au BLMA en tant que responsable du centre de formation, donc à l'AT Montpellier, sur le centre de formation féminin, en coaching de l'équipe Espoir et voilà, autrement. Je suis un passionné de basket et de développement humain en tous les cas, que ça soit sur plein d'autres aspects, plein d'autres facteurs de la performance. Je crois qu'on n'en connaît jamais assez si on veut bien faire les choses. Et voilà, j'espère vous le laisser transparaître aujourd'hui. Eh ben, merci à toi en tout cas de passer ce temps. Avant de parler et de rentrer dans la vidéo à 200%, la petite nouveauté, on a commencé la semaine dernière avec Julien Corté, la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Spotify également le podcast. Le tu préfères. Voilà, donc pour toi aujourd'hui, tu préfères faire un match d'Euroleague en tant qu'entraîneur principal ou rester coach à vie sur un centre de formation? Ah, ok. J'avais vu la question en tant que joueur et en tant que joueur d'Euroleague. Ça aurait été difficile de répondre parce que j'ai pas trop l'ambition de jouer en Euroleague, mais même, je pense que pouvoir vivre l'Euroleague garçon, voir un peu comment ça se passe, notamment si c'est un gros derby, vous voyez, un derby grec, un derby serbe, ça pourrait me plaire beaucoup, beaucoup. Ok, donc tu préfères coacher une fois comme coach principal en Euroleague. Et Ouais, je j'entends pense. totalement. Ah, mais Je pense, ouais. c'est pas la question facile, mais c'est hyper intéressant d'entendre ta réponse. Voilà, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé au basket et à quel moment tu as basculé du statut de, on va dire, d'entraîneur à entraîneur professionnel? Ouais, alors c'est vrai que j'ai toujours baigné dans le basket avec des parents dirigeants, entraîneurs, joueurs, voilà, dans mon club de départ, dans le Bas-Rhin à Molsheim. Et puis un jour, quand j'étais lycéen, comme dans beaucoup de clubs, je pense, il faut filer des coups de main. Donc, voilà, à force d'être dans les salles, de faire les tables, tout ça, j'ai pu assister sur une équipe. Et puis, ça m'a vite pris dans la fibre, tout ça. Donc, je me suis lancé par la suite en fin de lycée, orientation vers STAPS, avec la licence. J'ai continué les formations entraîneur fédéral à ce moment-là. Et puis, je pense, j'ai basculé vraiment quand j'ai pu aller au SLUC Nancy en apprentissage. Donc, c'était en 2011-2012. J'ai fait une année pour terminer le brevet d'État sur la dernière année du brevet d'État premier degré. Et je suis ensuite parti à Charleville-Mézières où ça a commencé au club des Flammes Carolo pendant 8-9 ans, je pense, quasiment. Des petits passages à l'étoile de Charleville en garçon, où j'ai continué à me former. Saint-Amand-les-Eaux les 2 dernières saisons, et puis le BLMA cette année. Eh ben super. Est-ce que pour ce parcours, tu as eu un modèle ou quelqu'un qui te permet de bâtir ta carrière ou est-ce que tu t'es formé, on va dire, sans avoir de réel modèle, mais en prenant un peu de tout le monde? Eh ben, c'est vrai que c'est une question difficile aussi, hein. C'est pas évident parce que j'ai été lancé vraiment au tout début. Je voulais faire du terrain et pas forcément de l'entraînement, c'était de la préparation physique. Donc j'étais lancé par Franck Kuhn à la SIG que j'ai pu observer, interviewer pour une opération au lycée. Là, c'était top. Enfin, il m'a filé tout ce qu'il a pu. Je peux le remercier avec ça. Et après, j'ai eu beaucoup de coachs bienveillants qui ont pu m'aider, que ce soit au Pôle Espoir en Alsace, avec Bolsheim, mon club, à Molsheim où j'ai commencé. C'est vrai que ça serait dur de tous les citer, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé au début. Au SLUC, pareil. Et puis après, le, le chemin avançant, j'ai pu rencontrer voilà, des gens, des coachs qui officient dans le haut niveau et voilà, qui ont pu m'apporter par l'observation, par l'échange. Ça serait, je pense, difficile de tous les citer. Malheureusement, je peux tous les remercier
ils doivent savoir ceux qui ont travaillé avec moi, mais il y en a un bon paquet. C'était plutôt comme ça. En fait, j'ai essayé de prendre comme une éponge tout ce que je pouvais et de après pouvoir trier et voir un peu au fur et à mesure. Ok, eh ben, c'est un parcours constructif et intéressant. Excuse-moi. Est-ce que tu as une sensibilité offensive ou défensive plutôt comme entraîneur ou est-ce qu'aujourd'hui tu cherches le point de bascule entre l'attaque et la défense, mais est-ce que quand même intérieurement tu as une certaine sensibilité à l'un des deux, à l'un des deux côtés du terrain? Oui, oui, c'est vrai que je préfère, s'il faut choisir, de me concentrer sur le basket offensif plutôt parce que je suis plutôt à considérer que chaque choix défensif a une solution. Donc, j'aime beaucoup ça et je pense dans le développement du joueur et de la joueuse, c'est capital de pouvoir explorer et donner le maximum de solutions. Maintenant, c'est vrai que c'est une sensibilité, une préférence, mais pour moi, il n'y a pas de débat puisque on est obligé de faire les deux et on peut pas dire je fais de l'attaque, la défense m'intéresse moins. Les deux sont liés puisque comme tu disais, il y a aussi tous les aspects de transition qui sont fondamentaux à mon sens, avec le temps de possession qui diminue, tout ça, il faut qu'on puisse être de plus en plus sur l'action d'après, je pense, dans l'enchaînement. Donc c'est vrai que pour moi, je préfère faire des choses en attaque. Maintenant, il n'y a pas de débat sur quel est le plus important pour moi. Ben nickel, nickel. Et est-ce que tu pensais en arriver là aujourd'hui en tant qu'entraîneur ou est-ce que tu t'imaginais pas en arriver à être responsable de centre de formation? Non, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit, mais c'est vrai qu'au départ, je voulais surtout entraîner bah, pour filer un coup de main et surtout me former pour pas dire de conneries en fait et dire. Enfin, j'aurais trouvé terrible que les filles que j'avais à l'entraînement, je les limite moi par un manque de connaissances. Donc, je voulais me lancer par rapport à ça et puis voilà, les opportunités, l'avancée ont fait que. Et c'est plutôt dans ce sens que ça s'est construit. Et c'est vrai que au contact de centres de formation, j'ai beaucoup apprécié ce travail de développement du joueur et de la joueuse. Vraiment top. C'est pour ça que mon projet de départ, vraiment, c'était de passer le professorat de sport, de pouvoir être responsable de Pôle Espoir. Maintenant, tu vois, les postes de CTS, il y en a un peu moins. C'est Mais clair. je m'y retrouve complètement là-dedans, dans le développement le développement du joueur, en tout cas. Ben, c'est top. Est-ce que tu as des regrets, des anecdotes peut-être par rapport à ta carrière d'entraîneur professionnel du coup? Parce que qu'on, qu'on- pour nos auditeurs, quand on dit carrière professionnelle, c'est pas forcément être coach à haut niveau, on va dire, sur les seniors, mais être coach professionnel, c'est que bah, c'est ton métier. Ouais, ouais, tout à fait, hein. C'est vrai que j'en ai pas sélectionné spécialement là-dessus parce que il y en a beaucoup aussi. Euh, mais c'est vrai que je réfléchissais à des choses plutôt côté regret, entre guillemets. C'est pas un regret ciblé, c'est plutôt quelque chose de général. On ne sait jamais quel choix est le bon quand on doit choisir un projet ou continuer ou changer. Et on le sait qu'après. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à appréhender. C'est pas un regret très ciblé. C'est quelque chose que je pensais souligner, de se dire, bon, est-ce que je vais plutôt dans ce projet-là ou est-ce que dans l'autre? Et ça, on ne le sait jamais vraiment avant, hein, et d'autant plus que l'environnement fait beaucoup. Pour moi, quand même, il n'y a pas que les aspects sportifs, c'est vraiment quel environnement et quel contexte on rejoint et comment on peut s'exprimer dedans. C'est clair. C'est clair, en tout cas. C'est certain, l'environnement y est pour beaucoup. Durant ta carrière, du coup, alors, est-ce que tu as déjà douté ou pensé à renoncer? Ou est-ce que dans tous les cas, tu t'es dit, focus, je vais aller là-bas, donc je vais continuer, peu importe ce qui se présente autour de moi? C'est vrai que j'ai plusieurs fois pensé, j'aime bien faire d'autres choses aussi à côté, mais pas vraiment dans l'ambition de changer spécialement de métier. C'est juste que je suis assez curieux de plein de choses et je trouve que d'avoir une autre activité ou une autre occupation à côté, même si c'est lié au basket, hein, ça peut nous aider à faire une bouffée d'oxygène un peu quand tu vois bien quand des fois on est dans la machine à laver, on continue, c'est une spirale un peu négative. Le fait d'avoir autre chose, peut-être tu vois les créations de contenu, tout ça, ça peut t'aider aussi à sortir de là et à faire du basket autrement. Et voilà, j'ai un peu une bouée comme ça aussi
voilà, sur d'autres choses qui varient, hein. Ça peut être me former moi ou partager des choses ou d'autres activités, effectivement, que j'aime bien faire, mais c'est surtout pour soutenir l'activité principale, je pense. T'es plutôt touche à tout. Ouais, un petit peu. C'est c'est une grande qualité, ça, hein. Alors Bon, comment? bah, Ouais, c'est une je grande le vis qualité, bien. mine de rien, d'être touche à tout. Je le vis bien. Bon, ouais, tant mieux. Comment se passe ton début de saison et quels objectifs du coup au BLMA? Eh ben, c'est un contexte un peu différent pour moi, puisque j'ai toujours été dans le quart nord-est, comme je disais au début, donc avec un réseau plus localisé là-bas, etc. Et l'adaptation a mis un peu de temps, puisque je connaissais moins de monde dans ce coin-là. Maintenant, ça roule, hein, on a des vraies bonnes conditions de travail. Enfin, la première fois que je suis dans un Krebs aussi, à temps plein, ce qui est bien pour toute la structure, toute l'organisation. Enfin, on a l'unité de lieu, on a de la qualité, c'est top. Les objectifs qu'on a essentiellement, on a des objectifs collectifs bien sûr, puisque l'équipe Espoir est en National 1 et c'est vrai on a un titre de champion de France à jouer au Final Four en fin d'année. Euh, voilà, les U18, on espère toujours faire partie des meilleures équipes françaises, je pense, hein, des 8, 12, qu'on y soit toujours. Tout dépend à peu près des générations, mais de maintenir les standards qui ont été là depuis plusieurs années. Et les autres objectifs principaux qu'on a, c'est malgré tout d'amener des filles avec l'équipe pro qui puissent dans un premier temps s'entraîner, rejoindre le groupe et si possible, bien sûr, ce qu'on ambitionne, enfin ce que j'ambitionne personnellement, bien sûr, c'est qu'elles puissent signer avec l'équipe pro. Donc c'est vraiment le focus principal de pouvoir développer les joueuses qu'on a, aider l'équipe pro et pourquoi pas la rejoindre. Et aussi, dans un second temps, pouvoir aider à développer notre territoire, c'est-à-dire autour des relations avec le Pôle Espoir, avec la Ligue, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec la sélection du Vaucluse hier, où on peut intervenir et filer des coups de main. Je trouve que c'est important aussi d'être inséré dans le territoire et de faire des choses dans ce sens. Carrément. Alors comment s'organise ton activité au quotidien? Et ben ça, c'est vrai que j'y réfléchis, hein, j'ai pas vraiment de journée type à dire, puisque en fait, tout dépend un peu des occasions et de ce qui peut se présenter parce que, en fait, les emplois du temps s'imbriquent ensemble, que ce soit les emplois du temps scolaires des filles, les emplois du temps des structures, de la structure d'entraînement, donc du CREPS, des salles de musculation chez nous. Il y a aussi les impératifs qu'on a sur nos cahiers des charges et sur le développement des personnes qu'on a. Vous voyez, sur les réunions qu'elles ont à faire ou les sensibilisations qu'on essaye de mettre en place. Donc, c'est pas évident de détailler vraiment ce que je peux faire dans la journée parce que maintenant, on a aussi pas mal d'exigences administratives sur le suivi des familles, le suivi des filles, qui me paraît important aussi. Donc, c'est essayer de pouvoir combiner tous ces projets-là, tous ces facteurs et bien sûr veiller à l'amélioration, au développement du projet sportif avec les entraînements qui sont essentiellement donc le soir chez nous, en un seul bloc où les filles font musculation ou prépa mentale ou vidéo, puis entraînement derrière. En fait, ça dépend des groupes. Et j'ai aussi des entraînements individuels le midi avec certaines joueuses post-bac notamment qui peuvent se libérer. On a des créneaux comme ça. Donc voilà, c'est assez varié là-dessus, notamment dans cette période-là, puisqu'on est encore dans cette saison, mais plus tout à fait, avec la préparation de la saison prochaine. Voilà, le recrutement qui s'envisage, les sorties des filles aussi qui ont à gérer Parcoursup, ce genre de choses, quels projets scolaires elles ont, quels projets basket on peut avoir. Et ouais, tout ça se mélange un peu à des créneaux variables parfois. Donc, c'est à peu près les activités qui se détachent, je pense. Ouais, t'es plutôt très occupé. Voilà. Et en fait, c'est un peu ça, hein. Vraiment, c'est un peu ça, mais de manière variée. Alors, à ton sens, quelle qualité a fait la différence dans ton parcours pour que tu accèdes à ce type de poste? Ben vraiment, je me suis rendu compte, à mon avis, je pensais que la compétence ferait, enfin vraiment, c'était
mon fil rouge de me former vraiment la compétence technico-tactique au maximum et d'être une bible du basket, en fait. Et finalement, je pense que c'est l'authenticité. Maintenant, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que bah voilà, on a des outils de connaissance de soi, on se développe personnellement et on peut pas copier, coller une philosophie ou une manière de faire de certaines autres personnes dans certains autres contextes aussi. Donc, c'est vraiment être authentique avec ce qu'on peut apporter de bien, là où on peut s'améliorer, on a voilà, des potentialités d'amélioration, on va dire, en tout cas, euh, les petits trucs qu'il faut faire mieux. Et le fait de le savoir et d'être transparent dessus, je pense que ça peut aider, rassurer déjà son environnement, de savoir avec qui on travaille, et puis de savoir que voilà, on est conscient des choses à peu près, on a pris un peu de recul et qu'on met des choses en place pour essayer d'avancer dans différents sens. Donc je dirais vraiment avec le recul que, à mon avis, c'est ça quand même, plus que simplement tous les aspects de la plaquette qui vont être technico-tactiques qui sont importants. Et chez nous, en tous les cas, sur le centre de formation, c'est bien, mais ça fait malheureusement pas tout, puisqu'il y a tout l'accompagnement humain de joueuses en construction. Et voilà, c'est important pour moi d'avoir cette partie-là. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est tout à ton honneur le fait de vouloir on va dire, te former au maximum et avoir le plus de connaissances possible, et le côté aussi authentique que tu essayes de faire transparaître, en tout cas pour aider au maximum tes joueuses, et ça, c'est trop bien. Euh, le Merci. BLMA, c'est une étape. Certainement peut-être une étape qui va durer longtemps. En tout cas, on te le souhaite. Mais est-ce que Merci. l'étranger pourrait être une, euh, une piste justement pour toi? Et ben, c'est vrai que je me sens bien en BLMA, hein, c'est pas la question, effectivement. Et j'aime pas trop arriver, vous voyez, pour dire je viens, je repars. C'est pas trop l'idée. Maintenant, l'étranger, c'est quelque chose qui me tenterait de plus en plus, surtout pour bah aussi la curiosité déjà de découvrir comment ça se passe. On a à l'heure actuelle la possibilité d'avoir des échanges bah, comme on fait là, finalement, avec des collègues étrangers. Déjà, c'est pas mal, mais j'aimerais bien aussi découvrir d'autres environnements à terme, effectivement. Alors, quand aucune idée vraiment, ou ça, tout dépend. Peut-être plutôt l'Europe quand même, puisque j'aime bien et ça permet de pas trop s'éloigner. Maintenant, c'est vrai que l'étranger pourrait me tenter à plus ou moins moyen terme, j'ai envie de dire, voilà, pour la curiosité, et essayer de voir autre chose. J'ai l'impression que les Français, les joueurs s'exportent, les joueuses commencent à s'exporter, les entraîneurs, peut-être qu'on y arrivera aussi. Mais en tout cas, on va suivre la brèche qui a été ouverte par Rachid Méziane. On va se dire Et oui, peut-être que du coup, on va réussir petit à petit à avoir des entraîneurs français qui puissent s'exporter sur d'autres territoires et faire grandir, on va dire, faire grandir le réseau justement de ces entraîneurs-là. ouais, Euh, dans le basket français féminin, en tout cas, c'est vrai qu'on a Valérie Garnier, Camille Aubert là-bas au Fenerbahçe, on avait Pierre Vincent en Italie. On a ouais, Rachid qui enchaîne aussi avec la Belgique, Stéphane Leit qui va prendre une sélection nationale ivoirienne, si je dis pas de bêtises. Enfin, ouais, ça commence à. En tout cas, les entraîneurs français du féminin, en tous les cas, ont l'air de pouvoir s'exporter là. Donc, c'est vrai que ça peut être bien, je pense. Et t'as raison, on a eu aussi Aurélie Bonan avec la sélection des Ah oui, pays hollandaise, c'est ça, ouais. hollandaises. Donc ouais, c'est vrai que sur le secteur féminin, en tout cas, les entraîneurs s'exportent bien, enfin en tout cas commencent à s'exporter. Et c'est une bonne chose aussi pour notre profession et pour notre pays. Ouais, je pense. Toi qui a coaché, est-ce que tu as coaché est-ce que tu as coaché dans toutes les divisions? Et si oui, quelle division, à ton sens, est la plus compliquée à maîtriser? Et laquelle est où tu t'es senti le plus à l'aise? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est aussi difficile parce que c'était à différentes périodes, finalement, que j'ai pu. Alors, quand tu dis coacher, je me suis aussi mis.
dans le rôle d'assistant, que ça soit voilà, Oui, spécialiste oui, vidéo. adjoint C'était ou coach principal, hein, de toute manière, ouais, le coach principal, on va dire qu'il a quand même toutes les responsabilités, mais l'adjoint est quand même hyper important aussi dans un staff. ouais, ouais, c'est de, de mémoire ce que je dirais, ce qui se dégageait le plus dur, même si maintenant la Ligue féminine me paraît ultra dense. Enfin, aucun match ne se ressemble et c'est pas évident. Je pense que la division la plus dure à appréhender, c'était à l'Étoile de Charleville avec la Nationale 1 masculine. Voilà, pour recontextualiser, Cédric Haït venait d'arriver. La Pro B venait de descendre en NM1. Et c'était vraiment, vraiment dense. Il y avait Monaco qui arrivait aussi, qui finissait premier, qui est monté directement. Mais en fait, c'était dur à appréhender parce que c'était la croisée de tout. En fait, il y avait des équipes pro à 100%, des équipes ouais, semi-amateurs, voilà. On n'avait pas tous les mêmes moyens de travailler et de faire des choses, mais malgré tout, tous les matchs étaient très serrés, très denses. Voilà, l'étoile monte quand il y a un élargissement de la ligue, de la LNB, parce qu'au Final Four, on est à deux doigts de sortir en demi-finale, par exemple, avec Sorg, bah voilà. Sorg, où j'étais hier, qui vient à 5 ou 6 je crois. Enfin, ils ont presque plus de joueurs, mais ils lâchent rien et on égalise sur une claquette au buzzer. Enfin, il y a des trucs, toute la saison se joue sur ça et malgré tout, ça peut ne pas passer. Donc, ouais, la NM1 me paraissait vraiment, vraiment dense à cette époque, quand il y avait une seule poule. Ça l'est quand même encore là, même si je n'ai pas le recul et les infos de l'intérieur maintenant. Donc, pour cette première partie, je dirais ça. Et là où je suis le plus à l'aise, je pense, pour coacher, bah, c'est de faire, par l'expérience, je pense, c'est les équipes espoirs. Alors, National 1, cette année, c'est un peu différent. Mais National 2, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, dans la poule D, là-haut, du quart nord-est, voilà, j'étais vraiment, je ne veux pas dire tranquille, mais j'avais l'impression de connaître pas mal de choses. Voilà, il y avait des équipes qui bougeaient, mais la majeure partie des équipes étaient toujours là, les entraîneurs aussi. Et avec les espoirs, on n'a pas de pression de perdre un match en tous les cas. Donc, c'est là où je me sentais le plus à l'aise là-dessus. J'entends totalement, j'entends totalement. Quel est ton style de management et quelle est ta philosophie d'entraîneur? Alors peut-être que philosophie, c'est un grand mot, mais en tout cas, comment est-ce que tu vois le basket aujourd'hui en tant qu'entraîneur? Ouais, ça c'est un grand mot, mais ça, il y a plein de choses à dire dessus. Alors, le style de management que j'apprécie le plus, vraiment, ça serait mais ça se construit, ça arrive un peu plus tard, ça serait le délégatif, puisque je pense que, en fait, on a plein de compétences autour de nous. On a plein de personnes voilà, qui sont meilleures que nous sur certains points, un peu moins bien sur ça, peut-être, ou qui ont des visions différentes. Et sans jugement, enfin, on peut amener plein de choses dans un projet sportif collectif. Donc, ça serait mon idéal, bien sûr, de pouvoir être dans le délégatif sur certains points ou ce genre de situation pour que tout le monde puisse trouver sa place et tout le monde puisse apporter. Puisque l'autre observation de ça, c'est que je pense qu'on peut pas tout contrôler, même si enfin, il y a eu des périodes comme ça où on interdisait des choses, on disait bon, il faut pas, tu t'entraînes pas là ou tu fais pas telle chose ou telle chose, mais les joueurs quand ils sont pas avec nous, ils peuvent le faire en douce, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc en fait, on peut pas tout contrôler. Donc ça part de ces observations-là euh, que voilà, si vraiment j'ai un choix à faire, je préfère faire comme ça, même si bien sûr, tu le sais, hein, il faut qu'on puisse passer de temps en temps directif et puis explicatif quand c'est un peu voilà, quand c'est un peu le bordel dans l'équipe, réexpliquer les choses, les rôles. Voilà, il faut qu'on navigue de l'un à l'autre, bien sûr, en fonction des périodes et des contextes. Et Ça, c'est après, certain. ouais, tu connais Ça, bien c'est hein, certain. les trucs, on est sans cesse, hein, on jongle, on fait des choses. Et pour la philosophie basket, sur la deuxième partie de la question, ce que je pense de plus en plus, c'est que, en fait, le jeu appartient aux joueurs. Vraiment, je pense que le format réglementaire s'y prête bien, dans le sens où le temps de possession diminue, encore une fois. Donc,
ouais, le temps de possession diminue, il faut pouvoir prendre des décisions vite. On a beaucoup d'outils vidéo et voilà, tout le monde peut être scouté ou on connaît les équipes, les joueurs, les joueuses qu'on croise, au moins sur des éléments majeurs. Donc en fait, la surprise, elle se fait un peu différemment avec les ITO, les, les lectures, les prises de décision, les prises d'initiative, je pense, que ça se joue là maintenant. Donc, à mon sens, le contrôle du coach se fait un peu différemment. En fait, il n'y a plus de surprise avec un système de jeu qui va au bout et une lecture d'un choix, parce qu'un choix d'une possession en défense peut être un choix différent la possession d'après. Et il y a beaucoup d'adaptations en live et je pense qu'on doit préparer les joueurs et les joueuses à ça, à être en capacité d'être conscient de la situation, dans les connaissances, dans la lecture, dans voir les choses, et après être en capacité de trouver leur meilleure réponse. Parce que c'est la deuxième partie de le jeu appartient aux joueurs, c'est que en fait on n'a pas tous la même façon de percevoir et pas tous la même façon de régler les problèmes, que ça soit moteur ou cognitif. En fait, je m'aperçois de plus en plus que il y a des singularités, des façons de faire qui sont différentes pour le même objectif. Et ça, j'essaie d'en prendre de plus en plus en compte. Et ce qui fait qu'au final, je me dis que voilà, le rôle du coach, il faut le faire avec ouais, une vraie humilité, une vraie attention, parce que en fait, on peut contraindre et limiter des gens dans des choses qui sont pas câblées au mieux pour faire de cette manière-là, par exemple. Et je trouve qu'il y a des risques qu'on limite voilà, des joueurs et des joueuses dans leur développement. Et c'est pour ça que voilà, j'aime bien responsabiliser et les gens qui sont là dans le staff, tout ça, voilà, que la responsabilité individuelle soit au cœur du projet sportif et notamment celle des joueurs et joueuses voilà, qui viennent prendre les infos, qui viennent travailler un peu plus ou faire la récup ou pas du tout. Ça leur appartient à l'instant T de savoir, mais qu'elles soient sensibilisées à ça, qu'elles se rendent compte de ce qui peut être bénéfique ou non. Est-ce que l'évolution ne vient pas aussi du côté offensif où les joueurs, aujourd'hui, tu parlais de l'outil vidéo, les joueurs et les joueuses deviennent de plus en plus forts, alors athlétiquement, mais techniquement aussi, mine de rien, Ah parce oui, oui. qu'avec les vidéos, tout ce qui peut être vu sur Internet, le fait qu'ils aillent de plus en plus voir des matchs aussi, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, le coach n'est pas devenu en fait simplement un manager? Ouais, ouais, bah, je suis content de te l'entendre dire parce que c'est vrai que parfois j'entends que le niveau baisse, mais enfin, ce que les joueuses savent faire à l'heure actuelle, elles savent vraiment faire des choses qu'il y a 15 ans, quand j'arrivais en centre de formation, on ne savait pas faire. Tout ce côté technique et voilà, elles ont des trucs qu'on a développés, on a progressé dessus, je pense, vraiment dans le développement et l'adaptation au moins technique des joueuses. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu ça, en fait, puisque maintenant, j'imagine et je conçois tu vois, le savoir comme de plus en plus horizontal, puisqu'il est accessible, voilà, comme tu dis, avec des vidéos, des conseils. Les joueuses, des fois, elles ont leurs propres entraîneurs perso. Elles ont des gens, maintenant, ça commence qui les suivent, que ce soit avec de la prépa mentale ou de l'analyse de leur match, en vidéo aussi. Ça commence un tout petit peu, mais donc en fait, c'est difficile de dire gérer. Maintenant, pouvoir faire avec ça et tout s'imbriquer dans le bon sens, c'est ça tout l'enjeu maintenant. Et je pense surtout aussi que voilà, leur faire prendre conscience que tout ça, c'est leur projet, c'est leur travail, parce que on peut toujours faire avancer des gens. Maintenant, si dès qu'on a le dos tourné, qu'on n'est pas dans la salle, ils arrêtent ou ils font pas, ou en fait, je me dis que ça a un intérêt que limité et ça sera dur d'être une solution pérenne dans le temps. C'est certain. Puis avec justement l'outil vidéo, le développement des réseaux sociaux et l'évolution de génération, parce que euh, on prend la même catégorie d'âge il y a 10 ans, enfin, ça avait pas les mêmes priorités, tu vois. Et Hmm. aujourd'hui, je pense que ouais, on est devenu des managers justement à essayer de manager tout ça, essayer de et plus d'imposer on va dire. Les systèmes fermés à l'époque où tu avais vraiment, on Oui, dit oui, l'entraîneur, il y a la patte de l'entraîneur au niveau des formes de jeu.
Aujourd'hui, peut-être que la patte de l'entraîneur, elle va se ressentir justement dans la manière de gérer, entre guillemets, cette nouvelle génération qui a l'outil vidéo déjà qui est en pleine expansion, ce qui n'avait peut-être pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et, euh, et effectivement, tu vois, aujourd'hui, nous, on n'est plus là. Enfin, on a forcément les compétences et les connaissances techniques, heureusement, mais je veux Ouais, dire, on n'est plus le seul maître à bord, entre guillemets. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas il y avait pas la vidéo forcément, où il y avait moins de vidéos, il y avait moins de choses qui, qui, qui naviguaient, et du coup, les joueurs, ils avaient que le savoir du coach. ouais, Et si le tout coach à il te fait. disait bah, c'est le pied gauche en premier et le pied droit en deuxième, ou le pied droit en premier et le pied gauche en deuxième, tu devais suivre le coach parce que c'était lui qui détenait le savoir. Et aujourd'hui, alors heureusement ou malheureusement, hein, chacun le verra comme il le veut, effectivement, le terrain aujourd'hui est vraiment la cour de récréation des joueurs et des joueuses. Et Mm. l'entraîneur, il est là maintenant pour donner un gap. Enfin, ça reste mon avis, hein, pour donner un gap et d'essayer en fait de permettre aux joueurs et aux joueuses de rester dans ce chemin-là. Mais on ne pourra pas les empêcher d'aller ailleurs, de regarder ailleurs, de voir autre chose et de nous contredire, on va dire, à l'entraînement si jamais on leur apprend un spin dans un sens et elles veulent le faire dans l'autre sens ou de nous questionner par rapport à ces contenus-là. Ouais, tout à fait. Bah, je te rejoins à 100%. Enfin, il y a des phénomènes là quand même qui sont, pour moi, marqueurs de tout ça. Tu vois, avec l'outil vidéo, on en parlait, mais j'ai des filles qui, tu sais, t'as fini le match, bon, t'es sorti, tu vas partir, et dans le minibus au retour, enfin, on n'est même pas arrivé, qu'elles ont déjà revu leur match et revu les choses. Voilà, il y a des filles qui prennent ça à bras-le-corps, effectivement, toutes les possibilités qu'il y a. Nous, on peut, comme tu dis, orienter avec les connaissances qu'on a, voilà, de dire peut-être essaye comme ça, ou c'est vrai que la posture est différente, parce que de plus en plus, là, avec les connaissances qui avancent, tu vois, c'est plus, comme tu disais, avant, quand j'étais petit, l'entraîneur, il savait, c'était très vertical. Maintenant, c'est plutôt, bah, essaye comme ça. Ah oui, t'es plutôt OK, essaye comme ça pour voir. Peut-être main gauche, tu peux dribbler un peu loin du corps, tu vas voir comment tu le sens. Ou essaye de recevoir les passes, tu vois, de tourner, d'être sur le côté quand tu reçois la passe comme ça, plutôt que de l'avoir de face. Peut-être toi, t'es mieux. Et après, de toute façon, c'est elle qui juge et la situation fera que elles trouveront la solution comme ça. Mais c'est vrai que la posture a un peu changé avec et voilà, le savoir qui se diffuse, je pense, et les connaissances qui avancent, les nôtres, quoi. Et de manière très pragmatique, de toutes les façons, aujourd'hui, nous, on reste malheureusement ou heureusement sur le bord du terrain. Et il y a un moment donné, on peut dire A, elles vont faire B, si c'est réussi, c'est réussi. Enfin, Ouais, exactement. malheureusement aujourd'hui, c'est pas donner la pleine responsabilité aux joueurs, loin de là, parce que parce que c'est nous qui les avons au quotidien ou en tout cas de manière étalée sur la semaine. Mais au final, on a beau répéter une forme de jeu 70 fois et aboutir à zéro panier et pas faire une forme de jeu du tout, et prendre un contrat, elle va scorer 2 points alors que la solution n'était pas celle qu'on voulait. Et pour autant, elle a marqué 2 points et autant tu gagnes le match là-dessus en plus. Alors, on peut pas y Ouais. faire grand-chose par rapport à ça. Et Non, c'est vrai, hein. est-ce que tu as des joueurs ou des joueuses qui t'ont fait réfléchir ou changer dans ta manière justement de manager, d'entraîner, de coacher? Ouais, c'est vrai que. Ah oui, dans la manière d'aborder, j'avais plus vu ça, tu sais, dans l'observation des joueurs qui m'ont fait réfléchir. Et c'est tous les, tu vois, tous les profils très atypiques qu'on commence à avoir, notamment en garçon. Ça arrive un peu en fille avec les Dominique Malonga, John Kell Jones, ou mais Hmm. en garçon, même ça m'a déjà fait réfléchir sur les postes de jeu. Tu sais, je trouve qu'on se prend beaucoup la tête sur les postes de jeu. Quand Brad Stevens, il dit, bon, Carrément, moi ouais. j'en ai trois, les arrières, les ailiers et l'intérieur, quoi, grosso modo. Et il disait ça il y a quelques années. Et là, je me dis, bah, quand je vois des Luka Doncic, par exemple, quel poste il est, c'est difficile. Quand je vois LeBron qui joue Hmm. 4 au JO alors qu'il monte la balle, mais c'est Steph Curry qui lui fait les pick and roll, enfin, en inverted comme ça, et il a les tirs. Enfin, en fait, pour moi, je suis vraiment de l'école.
comme disait Israël Gonzalez, qui est le coach de l'Alba, c'est pourquoi pas en fait. Vraiment pourquoi pas, suivant les qualités des joueurs qu'il a et qu'il peut exprimer à l'instant T, le mettre dans des situations où il peut les exprimer. Et s'il a l'avantage direct dessus, cette qualité, elle va être encore plus marquée. Donc c'est plus comme ça la recherche maintenant que de dire mon 4 il faut qu'il tire, mon 3 il faut qu'il ait ça. Bon, il y a des impératifs, bien sûr. Maintenant, il y en a qui tirent mieux que d'autres et ça, c'est encore plus marqué sur certaines situations. Mais voilà, ces joueurs-là, déjà, ça, je m'interroge. Là, on voit Niko Jokic qui est ultra dominant depuis quelques années, mais qu'est-ce qu'il est aussi enfin voilà, c'est C'est un meneur de jeu dans un corps d'intérieur. ouais, voilà, des passes. Quand le mec il réussit à faire 10 passes décisives au poste de pivot, à un moment donné, Ouais, il y a quelque chose qui a été. C'est là aussi où tu sens l'évolution justement du basket en lui-même et des joueurs. ouais, Euh, alors après la NBA, tout le ça monde c'est. dit que ça défend moins, que que les joueurs deviennent de plus en plus forts. Alors, et c'est ce qu'il disait Nicolas Batum dans une interview. Il Oui, on disait peut pas défendre en justement, fait. il y a tellement d'espace à défendre, c'est trop dur. C'est pour ça qu'il y a des scores plus élevés. Puis surtout, les mecs, ils deviennent de plus en plus forts. Quand tu Ouais, vois que Jokic, il fait 10 passes décisives par match, à l'époque, ton pivot, c'est. Alors, quand tu prends le référentiel de Shaquille O'Neal, c'est il prend le ballon, il se retourne, il se match sur la gueule de tout le monde, entre guillemets, tu vois, oui, et il était dominant à, à sa manière. Aujourd'hui, Jokic, il est dominant à la sienne. Voilà, ouais, il partout joue quoi. différemment. Il joue partout. Mais c'est aussi ça qui est difficile aujourd'hui quand on est entraîneur de jeunes joueurs ou de jeunes joueuses. C'est arriver à garder, à maintenir un cap, leur faire comprendre certaines choses. Quand ils voient, quand il ou elle voit ce qui se passe à haut niveau aujourd'hui, c'est, on n'a pas Ouais. le métier le plus facile du coup. Non, c'est vrai, hein. Même si je pense que c'est bien, c'est de pouvoir les sensibiliser à l'avantage direct. Déjà, quand on est jeune, tu vois, on a toujours le débat, enfin, chez les filles, en tout cas, on a toujours le débat avec le post-up, j'ai l'impression, qui existe encore quand même en filles statistiquement plus qu'en garçon, notamment sur l'Euroleague, hein, sur ça. Je me dis que c'est bien de. Mais peu importe, tu vas jouer deux, tu vas jouer quatre, c'est pas grave si tu joues deux, c'est justement là où peut-être tu auras plus de post-up. Parce que tu vas être défendu par une 2. Donc c'est peut-être toi qui vas y aller, alors que quand tu joues 4, bah, là, on va attendre que tu tires et que ton drive il va s'exprimer un peu plus. Enfin, ouais, de les sensibiliser à ça plus qu'à un catalogue d'attendus. Bah, tes 4, tu poses des écrans. Ouais, je pense que c'est un peu différent en jeu dans tous les cas. Alors, est-ce que le référentiel, justement, tu sais, les référentiels techniques que les clubs fournissent, ou en tout cas que des entraîneurs réfléchissent pour les autres entraîneurs, justement, pour qu'on puisse amener sur les joueurs. Est-ce que le référentiel technique aujourd'hui est obsolète? Ou est-ce il faut le revoir avec plutôt au lieu d'avoir vraiment le catalogue de A à Z de ce qu'il faut faire, est-ce que finalement, c'est pas plutôt des intentions ou mettre des focus, on va dire, sur certaines priorités qu'on peut avoir dans le jeu? Ouais, je pense que ça va se décliner comme ça maintenant, parce que je dirais pas obsolète. Tu vois, je dirais vraiment que c'est quand même une grille de lecture qui est intéressante d'avoir des bases, puisque en tous les cas, l'environnement fait que les coachs ils cherchent toujours des postes 4 ou 3 ou 5. On est peut-être un peu en transition comme ça entre ce qu'on voit pour l'avenir et ce qui se fait là. Donc, je pense qu'il faut pouvoir le garder dans l'idée avec, comme tu l'as dit, recentrer sur les intentions au départ, puisque l'intention, elle crée l'action, en fait, je vais pas dire chaque joueur, mais il y a différentes façons de régler un problème et de répondre à une intention. Voilà, bah déjà, on en parlera un petit peu après, je pense, sur l'individualisation et la grille que j'utilise d'Action Type, c'est des préférences motrices, par exemple. C'est vrai que les préférences motrices, bon, ça parle pas beaucoup. Maintenant, il y en a déjà une, c'est les droitiers et les gauchers, par exemple. Il y a, tout le monde tire, mais il y en a qui tirent main gauche et d'autres qui tirent main droite, et c'est pas grave, quoi. C'est comment est-ce qu'on est le plus à l'aise et comment on doit faire. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pouvoir faire évoluer les choses et bien sûr avoir une base des attendus, parce que c'est vrai qu'un 5 il est quand même attendu sur la pose d'écran de manière générale. Maintenant, il a peut-être d'autres qualités qui vont enfin, le rendre singulier et ce qui peut, à mon avis, l'aider dans sa carrière en tous les cas.
Eh ben, faisons la transition par rapport à ce que tu dis. Comment est-ce que tu fonctionnes sur le centre de formation? Comment est-ce que tu fonctionnes pour avoir un lien entre tous les entraîneurs, tous les coachs? Et est-ce que tu as des adjoints et surtout quelle place tu leur donnes? Ouais, ouais, alors c'est vrai qu'on a une chance assez inouïe, avec des statuts différents bien sûr, mais d'être 8 dans le staff sportif. Euh, on était 9 avec évidemment, enfin évidemment, un entraîneur qui a eu des impératifs, voilà, qui est devenu papa, en fait, qui suivait les U18 régions chez nous et qui venait avec. C'est top. Donc, on est 3 entraîneurs basket, un peu plus basket, 3 préparateurs physiques et 2 préparateurs mentaux. Et en fait, on a la chance d'avoir voilà, des cadres qui sont en études, qui font des stages avec nous et c'est vraiment bien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir chacun avoir leur partie et leur domaine de compétences, de pouvoir l'amener en fonction d'échanges et de sensibilité un peu à l'instant T, j'ai envie de dire, tiens, ça serait, on a un projet sur le développement, évidemment. C'est-à-dire, peut-être que là, on peut accentuer un peu plus cette semaine-là avec elle, ou là, on travaille le leadership avec les filles, par exemple. Peut-être que la muscu, on peut la rajouter là pour tel groupe. Vous voyez, et s'adapter aussi en fonction de ce qui se passe et du quotidien. Donc, effectivement, je rentre pas trop, vous voyez, dans qui fait quoi et comment il le fait. Parce que, vous voyez, aux entraînements, basket par exemple, on a chacun nos séquences, chacun nos séances même complètes. L'idée, c'est d'avoir un fil conducteur et voilà, comme je disais en préambule, pour moi, enfin, les compétences, elles sont variées, elles sont autour de nous, donc c'est bien de pouvoir en bénéficier et justement de libérer un peu ça. Voilà, que chacun y trouve son compte et sa place déjà, et que le message puisse être un peu différent ou pas forcément. Et de toute façon, rentrer dans le projet, ça me paraît important. Ça permet aux filles aussi, encore une fois, de se responsabiliser et de dire, bon, ça me convient bien, ça, j'y arrive moins bien. Ça, elles peuvent se construire aussi à travers ça, plutôt que d'avoir une parole unique. Et là-dessus, je pense que c'est enrichissant d'avoir plusieurs approches. Ce qui fait que voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne au quotidien. Et voilà, j'essaye de voilà, libérer les initiatives, en tout cas, ou Onesta disait libérer les énergies quand on délègue. Et j'espère le faire bien, en tout cas. Bah, en tout cas, on te le souhaite et on pense que c'est le cas. Tu parlais d'une grille, tu m'as parlé également d'une situation. Est-ce que tu veux nous l'aborder maintenant? Ouais, c'est une vidéo. Voilà, donc c'est Action Types. C'est un modèle je dirais, de fonctionnement interne. Ils appellent ça de préférence motrice. Voilà, en fait, on a des façons de bouger qui impliquent des façons de penser, de réfléchir différentes les uns des autres, en fonction des contextes, bien sûr. On a un fonctionnement préférentiel qui nous est moins coûteux. Donc ça, c'est sûr que quand on n'a pas de contraintes, on est plutôt avec lui. En revanche, on est capable de tout faire, c'est pas la question, mais l'idée, c'est d'identifier, bon, quand tu vas être en situation un peu chaude, voilà, de stress, de choses comme ça, tu vas probablement revenir sur tel fonctionnement-là quand tu seras dans la bonne intention, dans l'état d'esprit aussi, puisque tout ça, c'est lié. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre vraiment de l'exigence avec chaque joueuse sur ça, puisque dans le développement des qualités, puisque on pense que en fait, elles vont fonctionner comme ça quand ça va être important. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de contraintes, que voilà, il y a de l'écart, par exemple, et qu'il n'y a pas de stress, pas de pression, en fait, il y a pas elles savent tout faire, il n'y a pas de contraintes. Quand il faut être multitâche et jouer avec la pression, on répond pas tous pareil. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de détecter ça et d'adapter les situations. Et oui, par exemple, j'ai pris une vidéo là sur juste une séquence au début sur du tir en fin de travail individuel avec 2 joueuses qui font la même chose, en fait, enfin qui travaillent la même chose, mais avec des, des situations différentes, en fait, puisque
Notamment, elles sont un peu différentes là-dessus. Donc là, il faudrait que je montre ça. Nickel. Ouais, ça a l'air pas mal là. Ouais, c'est pas mal du tout même. Ben, impeccable. Donc elles Impeccable. travaillent la même chose, c'est leur perception qui est de manière préférentielle différente. Voilà, c'est juste un petit truc. Voilà, où en fait, est-ce que je te leur passe ou non, Tu peux leur passer ça ouais, va si vite tu à veux, faire. comme ça au moins on peut la Ouais, revoir. Et... ouais, comme ça, je peux dire, on a Fanta qui commence là en première sur la gauche, qui est plutôt elle profilée verticale, donc une perception de face qui lui est plus facile en fait. Des objets en mouvement, elle est mieux là-dedans. Et en étant aussi en perception, elle est plutôt prise d'info, elle est plutôt S. Donc c'est voilà, sur les quatre lettres du MBTI, elle est plutôt S, donc avec une vision basse, plutôt au sol, et c'est pour ça qu'elle fait rebondir devant elle. Et on a à côté Enola, qui est N, elle plutôt, dans la prise d'info, donc elle est en vision haute. Donc c'est voilà au-dessus d'elle et tout ça, elle est horizontale, une joueuse plutôt horizontale, donc la perception vient plutôt là, elle est plus à l'aise avec les perceptions ici. Donc c'est pour ça qu'elle se lance la balle ici pour les mettre en situation de réussite en fait, dans leur meilleure perception possible, puisque c'est là qu'elles vont se tourner et qu'elles vont faire pour réussir les situations. Parce que je disais, elle se la lance sur le côté, Mhm, tout à fait. alors que Fanta se la lance devant. Donc voilà un peu, c'est une petite introduction vraiment à comment j'utilise tout ça, mais c'est pour faire comprendre le truc. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et d'être dans ce stade de recherche par rapport à ces joueuses, ça prouve aussi la compétence, mais le travail que tu peux fournir auprès d'elles. Ouais, c'est vrai que bah, c'est en vieillissant peut-être, hein, tu sais, quand on regarde les sols, je me dis, Ouah, il y a une formation en sol là-bas sur le truc. Il y a toujours des trucs qui m'intéressent et on n'en sait jamais assez. Et c'est bon, c'est peut-être un peu déprimant comme constat, mais là, ce côté-là m'intéressait vraiment parce qu'il y a aussi des incidences sur la façon d'expliquer ou de parler aux joueurs et joueuses, sans parler des motivations profondes qui les animent pour la pratique, quoi. Vers quel levier on peut tendre et tout ça. Et puis du coup, dans le jeu, tu ressens ces habiletés-là, parce que du coup, quand tu parles de vision basse, de vision horizontale, ça peut te donner un sens à pourquoi la joueuse, du coup, a pas pu réussir cette situation-là, dans ce cadre-là, et pourquoi là, elle l'a réussi. C'est hyper, hyper riche et hyper enrichissant derrière. Ouais, ouais, même si l'idée, c'est pas de les mettre dans des cases parce que, comme je disais, ça dépend de l'état d'esprit. Mhm. Même si la verticalité, horizontalité, c'est assez stable, par exemple, il faut vraiment être dans un état un peu différent pour que ça bouge. Maintenant, S et N, on y passe assez vite. C'est juste que s'il y a des grosses contraintes, elles peuvent avoir la vision haute. Si elles sont en mode survie, c'est pas grave, ça leur coûtera un peu plus d'énergie et Énergie, ouais. ouais là-dessus. Mais en fait. Voilà, ça permet aussi de pouvoir expliquer un peu, même si c'est de plus en plus systémique, parce que on peut les faire changer si elles ont un état d'esprit négatif. Là, bah déjà, je fais basculer l'une vers l'autre. Si elle pense à quelque chose de négatif, en fait, Enola passera en vision basse et Fanta en vision haute. Donc, Ok, voilà, c'est une grille de lecture parmi d'autres, mais pas exclusive, quoi. très bien. Bah, écoute, en tout cas, c'est intéressant. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Est-ce que tu as un rituel d'avant-match ou quelque chose de très classique? Tu vas au vestiaire à temps, enfin, tu times tout, ou est-ce que justement, voilà, qu'est-ce que tu as comme rituel? Et quelle est ta plus grande qualité, à ton sens, sur un banc de touche? Ouais, alors le rituel, c'est plutôt timé pour les joueuses. Vous voyez qu'on aille au vestiaire 40 minutes avant, qu'elles aient une heure et quart avant dans la salle, une heure sur le terrain pour avoir 20 minutes à elles. 40 minutes, on brief, 5-6 minutes comme ça, et après, l'échauffement commence. Échauffement que j'ai pas élaboré moi.
et où j'ai même pas mis mon nez dedans spécialement. Les prépas physiques s'en chargent en tout cas, et c'est bien. Voilà un peu comment ça se passe avant les matchs. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est réfléchir à des ATO et des touches un peu, donc des systèmes after timeout. Voilà, des situations que je vais utiliser. Tiens, peut-être en fin de match, j'utilise ça, ou s'il me faut 2 points, j'utilise ça pour préparer ça et être prêt quand ça arrive, quand la situation arrive, puisque c'est encore trop important pour moi les temps morts, puisqu'on en a 5, on peut gratter 10 points par exemple, ou défendre 10 points, c'est quand même énorme si on compte aussi le premier play qu'on va voir ou celui d'après la mi-temps ou après les cartons. Enfin, on a un delta de points qui est assez important et j'essaye d'envisager ou de préparer des situations comme ça à l'avance. Euh, Si on peut, on les fait à l'entraînement en partie, qu'elles arrivent à voir le concept. Maintenant, il y en a aussi qu'on fait pas à l'entraînement et c'est pas grave, hein, c'est des situations de travail, il faut pouvoir s'adapter et lire un peu. Et la qualité, je dirais, j'ai progressé dessus, ça serait de pouvoir se projeter sur l'action d'après. En fait, de se dire, bon, on a perdu une balle, et c'est pas grave, c'est comment on fait pour la prochaine. De toujours me poser la question de comment on fait pour la prochaine action, et ça permet de rester un peu dans le présent, de se projeter, et surtout d'éviter le dialogue interne quand on a raté des choses et on se flagelle comme ça. Voilà, j'ai perdu la balle, j'ai raté un tir. Et j'essaye de transmettre ça et de toujours orienter les pensées et les actions vers l'action d'après, puisque c'est la seule qu'on peut à peu près envisager. Celle qui est passée, de toute façon, on ne peut plus. Donc, euh, donc voilà, je dirais ça. Attends, on t'entend C'est plus. bon. Ouais. Est-ce que tu as un joueur ou un joueur préféré et une joueuse préférée? Et surtout, enfin, préféré, c'est un avis, mais c'est subjectif. Mais est-ce qu'il y a des qualités qui fait que tu préfères ce joueur ou cette joueuse-là? Ah oui, c'est vrai que ouais, c'est pas facile d'en isoler qu'un seul ou qu'une seule, ça c'est vrai. Mhm. Là-dessus, il y en a plusieurs en garçon que j'avais, par exemple, c'est un peu plus vieux maintenant, mais les Antoine Rigaudot ou les Drazen Petrovic ou voilà, les Dejan Bodiroga, j'aimais bien leur Tony Kukoc ou voilà, leur côté virtuose un peu qui Artiste. savaient faire plein de choses, ouais, balle en main, qui était un peu singulier aussi parce que c'était des profils déjà de grande taille pour leur poste à l'époque et qui amenaient une nouveauté dans le basket. Ça, c'est vrai. De toute façon, c'est une qualité, j'aime bien, ça, c'est un peu novateur et ça amène. Chez les filles, il y en a plusieurs que j'aime vraiment bien, mais pour différentes raisons. Je ne saurais même pas où commencer, avec les grandes championnes françaises qu'on a eues, évidemment. J'ai presque envie de dire toutes les braqueuses, toute cette épopée-là, nos internationales françaises, pour cette qualité de toujours pouvoir retourner une situation, c'est quand même dingue, quoi. Ouais, C'est jamais JO rien pour lâché, l'année, là. ouais. Ouais, de jamais rien lâcher, de retourner des situations, et la fois d'après, c'était pareil. Donc, je dirais un peu cette époque-là de joueuses. Maintenant, il y en a beaucoup que j'aime bien comme joueuses maintenant, qui ont des vrais talents et des filles qui arrivent. Bah, on suit bien sûr les Dominique Malonga, ce que ça va donner. On a des profils comme les Pauline Astier, les Hila Lacon qui arrivent, qui sont incroyables. Il y a une joueuse que je trouve vraiment, vraiment bien aussi. Enfin, toutes les joueuses avancent finalement, quand même au fur et à mesure des années. Mais il y a une joueuse que je trouve un peu sous-cotée, à mon avis, c'est Sarah Chevaujour aussi, qu'on a vu ce week-end. Mais j'ai l'impression qu'elle rate jamais un tir. En fait, dès que je la vois tirer, elle met dedans, que ce soit pull-up ou tir à trois. Et voilà, ouais, mais c'est pour différentes raisons, en fait, finalement. Et justement, on a parlé des joueurs et joueuses, mais est-ce que tu as un coach préféré? Et est-ce que tu as un coach ou une coach que tu as affronté, que tu as trouvé le plus coriace ou le plus difficile à battre? Ouais, ça, c'est vrai que des coachs préférés, j'en ai pas mal quand même. J'aime bien, j'aime bien toujours de ce qu'avait fait Torre Messina par les années précédentes. Il y a une dizaine d'années encore, je le trouvais très novateur et vraiment dans l'aspect, tout le côté technique qui influence la tactique qu'il nous avait apporté, c'était bien. La plupart des coachs de Euroleague
m'inspire beaucoup, de Rolly Garçon en tous les cas, puisque on a la chance d'être un peu plus en inside en tous les cas ou de sentir des choses. Voilà, il y a plus de partage avec eux, j'ai l'impression, dans les médias en tous les cas, avec les Trinkieri, Obradovic, que j'aime beaucoup. J'aime bien Ibon Navarro en Espagne aussi, qui fait toujours des trucs intéressants, j'ai l'impression. C'est fou quand même là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup aussi apprécié l'approche de Thomas Lissalo. Enfin, je me dis, il est quand même un peu sorti de nulle part et puis il est passé de 2 ans, enfin en 2 ans de vainqueur de la FIBA Cup, je pense, à staff NBA maintenant. Enfin, c'est pas pour rien. Et puis tous ces aspects de basket total encore plus avec le tag et tout ça. Ouais, il y en a pas mal dont je m'inspire et qui apportent plein de choses. Ouais, c'est là aussi pour tous les citer. C'est que les actuels et les récents, parce qu'il y en a eu plein dans ma construction, évidemment. Et des coachs coriaces, en fait, c'était difficile de répondre à la question. Je pourrais pas t'en donner là, mais pas parce que j'en ai pas, mais plutôt parce que, en fait, c'était différent. On n'a pas tout à fait les mêmes, les mêmes armes et les mêmes façons de faire là-dessus. Quand j'ai été coach principal, en tous les cas, puisque il y en a eu pas mal qui ont posé beaucoup de problèmes. Mais j'estime aussi que enfin, qu'ils ont fait des vraies bonnes choses et moi, j'étais pas dans la même vision et la même recherche que eux à l'instant T, puisque voilà, on prépare pas les matchs de la même manière. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu dur à répondre celle-là. Même si j'ai eu beaucoup de problèmes, hein, ça, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Mon bilan en pourcentage de victoire, il n'est pas très très élevé. Bah, il peut qu'évoluer de toutes les manières. Exactement, Il exactement. évoluera de toute façon tout au fil de ta carrière, donc il n'y a pas de. En tout cas, on pense que ton ratio de victoire sera plus grand et tu finiras en positif sans souci. Sans C'est souci. bien, Tout le travail que tu fournis, tu finiras en positif, il y a aucun doute. c'est bien. Quel est ton souvenir sportif, alors en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, qui est le plus beau à ton sens? Ou en tout cas, si tu n'en as pas un seul, parce que il est vrai que cette question, elle est très difficile parce qu'on n'a jamais qu'un souvenir, mais Oui, peut-être qu'il y en a un qui a été plus marquant que les autres, ou alors, je sais pas, moi, c'était un top 3 ou un top 5 de souvenirs qui t'ont vraiment marqué. ouais, celle-là, j'y ai beaucoup réfléchi parce que je me dis, peut-être ça se joue à quelques jours d'intervalle. C'est en 2018, là, en mai ou juin. On fait le premier Final Four avec les 18 à Charleville-Mézières. Je pense que c'est le premier en poulotte, en tous les cas. Voilà, on a une bonne génération, c'est bien. On est à Roquebrune, là-bas, à côté de Monaco. On est avec Mondeville sur ouais, c'est 2000, 2001, 2002, hein, les filles. Donc, on est sur le gros Mondeville, Bourges très fort et Lasvel déjà, les 2000, 2001, 2002 de Lasvel. Bon, c'est c'est- c'est les Monique McCanny, les Marie Pardon, tout ça. C'est vraiment fort. Donc, nous, on est là aussi. Vraiment, je me dis, c'est quand même très sélectif et je suis content d'y être. Et j'ai la chance, alors on perd presque au buzzer hein, sur la dernière position, on perd la médaille de bronze, Montville nous repasse devant. Bon, ça, c'est pas joué à grand-chose ce week-end-là. Mais alors qu'on a perdu là, je crois que c'est la mi-temps de la finale, où Lasvel a vraiment été au-dessus d'ailleurs. Et c'est la mi-temps de la finale, et on me propose là de partir au tease, le premier tournoi interzone à Voiron, pour faire assistant de la sélection. Alors c'était Nord-Est, mais sur les 2005 en U13, dont j'ai encore une joueuse au BLMA, là, c'est assez drôle. Et, euh, et on finit champion de France. Bon, c'est à cette époque-là, voilà, j'arrive dans le truc, je connais pas trop les filles puisque je suis pas dans l'étape de sélection, j'arrive juste sur le tournoi 3 jours. Je me dis, c'est les meilleures U13 françaises, les meilleures 2005. Là, il y en a ouais, 70 aussi, 72, je crois, comme le 6 à mon avis. Et c'est fou, quoi, vraiment. C'est un bon niveau et ouais, j'arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe et je bénéficie du truc. C'est intéressant, d'autant plus que ça a changé depuis, puisque à cette époque-là, l'Île-de-France était avec nous dans le Nord-Est.
Donc bon, au lieu d'avoir un adversaire assez redoutable quand même, ben, les filles étaient de notre côté. Donc c'était quand même plus facile d'envisager un résultat collectif quand on a un adversaire de moins. C'est clair, c'est clair. Nous, on a fait le tournoi Interzone de la génération 2004. Donc nous, on a été éliminé après au tournoi Interzone, mais c'est vrai que de te retrouver dans un staff où tu as quand même les meilleurs, en tout cas ouais, t'as les meilleures joueuses de cette génération-là, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Ouais, c'est mine En d'or, plus, quand hein, tu vraiment. gagnes, c'est décuplé, quoi. Ouais, parce que bon, c'est vrai que sur 6 équipes, il y a 3 médailles à prendre. Et on a été invaincus à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment. Ah, vous étiez C'était au-dessus, cool, quoi. quoi. Ouais, vous étiez Ouais, au-dessus. j'ai l'impression, ouais. Même si la zone Est était vraiment forte hein, aussi. Mais pas ce jour-là. Ça n'a pas trop fonctionné, les pauvres. Malheureusement, bon, elles doivent prendre une médaille quand même, parce que c'était vraiment bien aussi. Mais nous, tout nous a souri quasiment quand on a eu des petits bobos. Mais voilà, les filles, c'était top. Et puis, finir champion de France, c'est pas tous les jours. Donc, Ah voilà, ouais, c'est appréciable. carrément. Surtout que, voilà, 10 jours avant, bah, on part de Roquebrune sans médaille, quoi. Donc, je me dis, ouais, je voulais plutôt isoler cette période-là, quoi. Eh ben, tu fais bien de l'isoler et de nous la faire partager. Quel est l'endroit le plus original, mythique ou sympa dans lequel tu as pu coacher? Ah ouais, j'ai pu coacher. Hum, Ou c'est vrai que j'ai jouer eu d'ailleurs, l'occasion hein. d'avoir. Ou jouer d'ailleurs, Bon, hein. ouais, bon, c'était plutôt coaché hein, quand même. Parce que c'est vrai que joueur, j'ai pas fait de choses très marquantes, mais ouais, coaché, il y a eu Vacheresse plusieurs fois. Je trouve que c'est bien, on sent un peu le truc. Voilà, c'est sympa. Il y a eu aussi Gentilly. C'est vrai que quand j'étais à Nancy, ils faisaient ça bien. Toutes les équipes de jeunes, de mon souvenir, avaient au moins fait un match d'ouverture des pros une fois. Et quand même, ouais, Gentilly, c'est sympa. On sent qu'il se passe des choses là-dedans. Ah, il y a eu aussi, à l'occasion quand on était avec Édouard Choquet, là, au coin de Caen, on a fait un match à Limoges. Bon, à Beaublanc, c'est quand même quelque chose aussi. Moi qui l'avais jamais visité, celle-là. Beaublanc, c'est quand même quelque chose. Et ouais, je pense que ça peut être ça pour résumer des grandes salles un peu historiques, même si elles n'étaient pas pleines à cette époque-là, bien sûr. Mais c'est quand même des salles où quand on rentre dedans, on sent que, bon, Bah, tu ressens une âme. ouais, il y a le poids de l'histoire qui est là quand même. Ok. Et quelles sont les valeurs euh, que tu souhaites transmettre, ou qu'en tout cas tu trouves important de transmettre à tes joueurs ou tes joueuses, et quelle image tu souhaites véhiculer de toi en tant qu'entraîneur pendant tes matchs ou sur tes séances d'entraînement, ou voilà, quelles sont les valeurs que tu souhaites vraiment transmettre à tes joueuses et tes joueurs, et on va dire pour grosso modo, qu'est-ce que le public doit retenir de toi quand tu coaches? Voilà. Ouais, bah, c'est vrai que, alors j'essaye en tous les cas, hein, ce qui me paraît important de manière générale à transmettre, c'est de comprendre qu'on est responsable de sa situation. À mon avis, on est trop maintenant aussi dans la facilité de dire j'ai pas eu ça parce que ça, et je l'étais aussi il n'y a pas si longtemps, hein, de me dire ouais, j'ai pas eu le poste parce que ça, ou il y avait toujours une raison en fait qui était externe à nous, et je me dis qu'on est responsable en partie quand même de sa propre situation et de son projet, hein, par déclinaison, bien sûr, qu'elle le soit et qu'on essaye de mettre les outils au maximum à leur disposition. Maintenant, voilà, si elles font pas, elles font pas. C'est, comme on disait en intro, ça leur appartient et ça aura peu d'incidence sur nous. Ça, finalement, quoi. Il y a ça. Donc, vraiment, c'est le message important et la valeur, je pense, numéro un, si je dois hiérarchiser. Ce que j'aime aussi mettre très haut dans la hiérarchie, c'est l'importance de l'institution qui est au-dessus de nous. En fait, j'aime bien me dire qu'on sert aussi quelque chose d'un peu plus général et qui est au-dessus de nous. Donc là, c'est le club. Ça peut être aussi le territoire, bien sûr, mais en fait, on peut pas faire d'actions qui vont contre l'intérêt du club ou contre l'image du club. Ça me paraît important aussi, de le garder à l'esprit et de pouvoir faire en ce sens. Et c'est vrai que sur les matchs, bah voilà, j'aimerais bien ce qui puisse ressortir, ça soit le côté respect et puis voilà, un peu sans prétention, un peu classe en fait, de dire
ok, il y a des standards, il y a on perd, on gagne, c'est une chose, mais voilà, on a un projet qui est au-delà de juste le match du week-end et on a des standards assez élevés et on n'est pas là pour écraser les autres, on est là pour, voilà, faire briller bah, déjà les nôtres, hein, si possible, et bien sûr, voilà, quelque chose qui se dégage quand même comme ça et pour tirer tout le monde, ça serait l'idéal. Eh ben c'est top. Et je terminerai l'interview en te posant cette question. Comment est-ce que tu te vois à l'avenir? Ouais, ça c'est difficile parce que c'est presque la plus dure pour terminer. Parce que c'est vrai que je me vois bien dans ce métier-là, d'entraîneur de basket en tous les cas. Ce qui me paraît important et ce qui guide mes choix aussi, c'est pas tant le poste ou l'émission, c'est plutôt vraiment le contexte et l'entourage. Moi, c'est pas un problème le niveau ou tout ça, c'est bien. Maintenant, ça dépend avec qui on travaille surtout, parce que je me dis qu'il y a des équipes de haut niveau qui sont dans des championnats qui sont pas tout à fait de leur niveau en tous les cas, avec des clubs en construction, des choses comme ça. J'aime bien me voir aussi dans quelque chose qui est voilà, de développement au-delà du terrain et à au moins moyen terme. Voilà, sur des projets, je me dis que en fait, on peut gagner des matchs et faire des choses sur le sportif, mais si on se raccroche qu'au sportif, on a un temps limité dans l'existence à haut niveau et là-dedans. Et voilà, j'aime bien me voir dans des situations comme ça, de développement au-delà du simple terrain et de pouvoir voilà, faire avancer les structures et l'environnement. Ça me paraît aussi un enjeu majeur bah, pour plein de choses, en fait, hein, pour le développement de la structure en elle-même, le nôtre, maintenir les salaires aussi de façon plus pragmatique, qu'on puisse être sûr d'avoir un boulot et voilà, avoir des réussites, donner des émotions, enfin des choses comme ça. Je pense que ça guide pas mal. Eh ben super. En tout cas, on te souhaite toutes ces bonnes choses. Merci à toi en tout cas d'avoir passé ce temps avec moi, avec nous, avec nos auditeurs. Et la vidéo sera donc sur YouTube aujourd'hui, sur Spotify également le podcast. Et puis on revient avec d'autres invités à l'avenir. Merci à toi Manu en tout cas pour ce moment. Et c'était hyper intéressant et enrichissant. Et merci à toi de t'être dévoilé comme tu as pu le faire. C'était fort sympathique. Eh ben, Florian, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, j'aime bien ton concept de pouvoir voilà, parler comme ça. Comme tu disais, on discute, on fait un échange et voilà, il y a toujours des choses à prendre ou à laisser, c'est pas le problème. Mais je pense que l'échange fait grandir en tous les cas. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Merci à tous en tout cas de nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Et continuez, restez connectés et à très vite. Salut à tous. Merci Manu. Salut!